Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Beniamine au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui pour sa première dans l'émission, Lise Yildirim. Salut. Bonjour. Bonjour. Lise est avocate en droit de la communication et avec nous, on ne le présente plus, Loïc Fouquet. Bonjour. Hello Clara. Hello. Loïc a été avocat pendant un certain temps dans un grand cabinet d'avocats prestigieux et maintenant il est musicien professionnel et batteur dans des groupes de rock. Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour qui est: la presse people peut-elle tout nous dire ? En effet, aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce que la presse people peut montrer, à ce qu'elle peut révéler. Et pour commencer, nous ne résistons pas au plaisir de parler du sujet brûlant qui a trait à la presse people, à savoir Castaner en discothèque. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Vraiment, intervenez quand vous voulez. Hein. Aujourd'hui, pas de cours magistral. Moi, là-dessus, je suis speechless, comme on dit. Oui, c'est ça, on est tous un peu sans voix. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi, dans la nuit du 9 au 10 mars, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, premier flic de France, est allé passer une petite soirée tranquille, en discothèque, avec ses copains. Ça a lieu quelques heures après l'acte 17 des Gilets jaunes. Et donc, du coup, Christophe Castaner se rend à une soirée dans une discothèque, dans un dancing du 8e arrondissement, qui s'appelle Le Noto. Du coup, j'ai trouvé comment ça s'appelle. Il semblerait que ça soit l'étage de la salle Playel. Oh, voilà. Non. Oh. Tu vois, et c'est là que je me dis que je suis vieille parce que vraiment j'ai fait jamais entendu parler. Tu fais quoi samedi soir? Allez, écoute, on y va? On va Tu en veux dire auto. que Castaner est plus branché que toi? Bon bah écoutez, c'était besoin de rien, envie de droit. Je me sens plus légitime à parler. Merci, dans 2 semaines. Bon bah écoute, je sais pas comment continuer après ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait Castaner en boîte de nuit? Castaner, Shot écoute, de vodka. il s'est fait des shots de vodka, il a dansé sur Dirty Dancing, je vous recommande la vidéo, et il semblerait qu'il ait fait un peu le joli cœur. Donc voilà, dans cette hypothèse, je vais commencer par dire que toutes les autres anecdotes que nous allons évoquer, tous les autres cas presse people que nous avons évoqués, ont donné lieu à des jugements. Il y a des juges, il y a des juridictions qui se sont prononcées dessus. Là, comme ça a eu lieu il y a très peu de temps, à notre connaissance, il n'y a pas encore d'action devant la justice qui est engagée, donc il n'y a pas de jugement tout court, ni de notre part, ni de celle des tribunaux. Mais, dans l'hypothèse où Christophe Castaner a envie d'engager des poursuites, il dispose de combien de temps ? 5 ans à compter de la publication. Et donc la publication était genre le 10 mars 2019. Ouais, donc toutes les mises en ligne de photos et ensuite les articles qui ont été écrits à propos de cette aventure. Ouais, c'est ça, grande aventure. Donc il dispose de 5 ans si jamais il souhaite engager des poursuites. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc du coup, actu bouillante, notre cher ministre de l'Intérieur aurait pécho en boîte. Écoutez, on est ravis de le savoir. Et effectivement, on ne pouvait pas s'empêcher de commencer là-dessus parce que c'est rigolo. Mais aussi parce que ça pose la question de ce que nous allons aborder tout au long de l'émission et qui est la suivante. La presse people avait-elle le droit de dire et de montrer ça ? Pour commencer, quand même, une petite définition, parce que ça va nous être utile pour pouvoir raisonner ensemble. Qu'est-ce que c'est la vie privée ? Eh bien, pour commencer, la vie privée, ça s'applique à tout le monde. Tout le monde a le droit à une vie privée, qu'on soit une personne lambda, n'importe qui, ou alors qu'on soit la personne la plus célèbre au monde, à savoir Bilal Hassani, qui est mon idole personnelle. Voilà, si jamais il m'écoute, viens, je t'en supplie, viens dans l'émission, on parlera de tes perruques. Ouais, je sais pas de quoi on peut le faire parler. Mais... C'est pas grave, n'importe quoi, il chantera, il fera des vocalises. Bref, donc tout le monde a le droit à une vie privée. Qu'est-ce que c'est la vie privée ? Qu'est-ce qui compose la vie privée ? C'est l'application de l'article 9 du Code civil qui dit « Chacun a droit au respect de sa vie privée », on est bien avancé. Mais donc, la jurisprudence, les décisions qui étaient rendues par les tribunaux ont défini, au fil des décisions, au fil des années, tous les éléments qui composent la vie privée et qui sont l'intimité, la santé, le domicile, la vie familiale, la vie sexuelle, sentimentale, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, religieuses, philosophiques. On a un périmètre assez large et c'est volontairement d'ailleurs qu'il n'y a pas un texte de loi qui dit la vie privée c'est tel truc pour que ça puisse s'adapter aux hypothèses. Mais donc du coup, pour revenir à Christophe Castaner,
il a effectivement le droit à une vie privée. Même en étant ministre de l'Intérieur, même au milieu de la crise des Gilets jaunes, il a un droit à sa vie privée. La question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'il a le droit au respect de sa vie privée à ce moment-là ? Évidemment, s'il est chez lui avec sa femme le samedi soir, la question ne se pose pas, c'est le cercle privé. S'il est à une soirée privée chez des amis et que quelqu'un le prend en photo à son insu, la question ne se pose pas non plus, c'est le cercle privé. Mais quand il est dans un lieu public, en boîte de nuit, la question peut se poser puisqu'il est dans un lieu public. On n'est plus dans le pur cercle privé. Alors, il s'agit du ministre de l'Intérieur en exercice, quelques heures après un gros événement des Gilets jaunes. Et encore une fois, on ne juge pas, c'est pas ça la question. Mais là, on peut être dans une exception à la vie privée. Et c'est ce que nous allons détailler tout au long de l'épisode du jour, puisque ce que fait le ministre de l'Intérieur de son samedi soir, juste après un gros samedi de Gilets jaunes, ça peut être considéré comme un débat d'intérêt public. Lise, une remarque ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la grande question qui se pose avec la presse people, c'est généralement la révélation d'éléments très privés, souvent la vie amoureuse, mais concernant des personnages publics. Et la question pour les hommes politiques, notamment, s'est beaucoup posée. Et on a tout un tas de décisions de justice qui ont été rendues, qui nous ont permis de placer un curseur. Et en fait, ce qu'on va se dire là, c'est des hypothèses où le curseur a été dépassé. C'est ça. Pour voir la problématique dans sa globalité, il faut comprendre que les hommes politiques ont d'une part une vie officielle et d'autre part une vie privée. On dit une vie officielle parce qu'en réalité, vie officielle, ça veut dire lorsqu'ils interviennent en tant que ministres. Mais ils peuvent tout à fait, par exemple, être à la sortie d'un dîner officiel avec leur épouse, et auquel cas, ou leur époux. Auquel cas, on sera évidemment dans une dimension vie privée, mais dans le sphère de la vie officielle. Et auquel cas, les décisions de justice nous disent « Ok, il n'y a pas de problème, ça peut être révélé au public ». Donc en fait, quand Christophe Castaner se rend par exemple à un événement Gilets jaunes pour superviser l'intervention des forces de l'ordre, il est dans l'exercice de ses fonctions. Là, il n'y a pas de vie privée. Tout à fait. Là, c'est sa vie officielle en tant que ministre. D'accord. Mais par exemple, s'il va à un gala de charité avec les membres de sa famille, la question se pose également. Là, c'est sa vie officielle aussi. Il y est aussi en tant que ministre, et auquel cas, la presse people pourrait tout à fait prendre des photos et dire qu'il s'est présenté à tel événement officiel avec sa famille. Il ne pourra pas invoquer une atteinte à sa vie privée. D'accord. Et alors, on a un autre homme politique qui a eu des petits soucis à ce niveau-là pendant ses vacances. Exactement. Alors, l'exemple le plus récent qu'on a pu retrouver pour faire écho un petit peu à Castaner, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, fin 2018, il a eu une petite descente aux enfers. Il s'est séparé de son épouse, ça a été un peu mouvementé, violoniste, voilà. Et puis, surtout, il a eu des vues sur la mairie de Barcelone. Et donc, du coup, au mois d'août 2018, il s'est rendu en Espagne avec sa nouvelle compagne, Susana. Et Susana, il se trouve que c'est une femme d'affaires espagnole. Et donc, ils ont été pris en photo par la presse People, et il y a un certain nombre d'informations qui ont été révélées au public à l'occasion de ces vacances. Et Manuel Valls, de manière assez logique, a assigné pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image, en disant que finalement, des photos de lui et de Susana en maillot de bain, ça n'intéressait personne. Non, effectivement. Oh. Oui, certes. Est-ce qu'on lui a donné raison ? Qu'a dit la loi ? Alors, toi, tu veux voir Valls en maillot ? Bah écoute, c'est un candidat à mairie de Barcelone. Est-ce que ça rentre pas dans le débat d'intérêt public ? Ah là là, t'aurais pas le conducteur sous les yeux, toi ? Mais non, pas du tout. En plus, même pas. On te voit arriver, c'est Susana en maillot de bain que tu voulais, toi. Bah écoute, c'est important. Non, effectivement, le juge nous dit qu'il y a deux grandes libertés. On a parlé de l'article 9 du Code civil qui protège la vie privée. La vie privée est également protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est la Convention européenne des droits de l'homme ? C'est un texte... J'ai prévenu. Tu as prévenu et je ne me suis pas préparée, alors je vais me lancer. Allez. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un texte supranational qui... Allez, continue. Qui confère des libertés à tous les États membres et surtout à tous les ressortissants des États membres. Tous les citoyens européens. Voilà. Donc, dans ce texte, la Convention européenne des droits de l'homme, on a des grandes libertés fondamentales. La vie privée en fait partie, c'est l'article 8. Yes. Et surtout, la liberté d'expression, la liberté d'information en fait également partie, c'est l'article 10. Et donc, de manière régulière, les tribunaux font une balance entre l'article 8, vie privée, et l'article 10, liberté d'expression, afin de savoir si, au nom du droit à l'information, on peut empiéter sur la vie privée de certaines personnes. Oui, c'est ça en fait. C'est qu'il y a
à mettre dans la balance deux grands principes qui sont la liberté de l'information, la liberté de la presse, et d'autre part la vie privée des gens. Et à chaque fois, il faut apprécier de qu'est-ce qui est le plus fort, qu'est-ce qui est le plus légitime. Voilà. Et donc, dans le cas de Manuel Valls, les tribunaux nous ont dit que la combinaison du droit à la vie privée, article 8 CEDH, et de la liberté d'information, article 10 CEDH... Donc CEDH, Convention européenne des droits de l'homme. Tout à fait. La combinaison de ces deux principes conduit à dire que le droit à l'information, c'est dans 3 hypothèses. Soit, ce qu'on a dit tout à l'heure, les politiques sont dans leur vie officielle, auquel cas, pas de problème, droit à l'information. Soit, les images ont été, ou les informations ont été volontairement révélées par l'intéressé. Donc, par exemple, si Manuel Valls avait annoncé de lui-même dans la presse qu'il était en couple avec cette Susanna, il n'y aurait pas eu de problème. Ah oui, c'est-à-dire que là, il y avait en plus une révélation de la relation. Tout à fait. D'accord, je croyais que c'était que les images en maillot. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo de lire la décision parce qu'elle est rédigée entièrement au conditionnel. En espagnol. Pardon. Voilà, Susanna, la prétendue compagne de Manuel Valls. Vraiment, les juges jusqu'au bout jouent le jeu. Mais c'est leur rôle. Et donc, 3e hypothèse, c'est lorsque la révélation est justifiée par une actualité ou un débat d'intérêt général. Et là, évidemment, les avocats du journal, c'était Paris Match, avaient dit non, mais vous comprenez, Manuel Valls, il est en train de lorgner sur la mairie de Barcelone. Susanna, c'est une femme d'affaires espagnole. Le public a besoin de savoir quels sont les réseaux de Manuel Valls. Et le juge a répondu, vous fichez de qui? Susanna en maillot de bain, aucun rapport avec la mairie de Barcelone. Donc c'est niette, atteinte à la vie privée, atteinte au droit à l'image. Alors j'ai 2 remarques. La première, c'est que c'est la première fois qu'un des intervenants amène des décisions de justice. Donc Lise, en fait, a devant elle l'intégralité de tout ce qui a été prononcé par la 17e chambre du TGI de Paris un jour, qui est donc la juridiction qui s'occupe de la presse. Il y a Nanterre aussi. Le tribunal de grande instance de C'est Nanterre. ça, elle a tout est là, donc voilà. Et ensuite, je me suis rappelé d'un truc pendant que tu parlais, que là, évidemment, Manuel Valls, il a demandé, il a engagé des poursuites, mais je repensais à De Villepin, qui avait été aussi pris en photo sortant de l'eau, sauf que là, c'était alerte à Malibu. C'est-à-dire que Dominique de Villepin, c'est l'homme le mieux conservé de l'univers. Donc là, évidemment qu'il n'y avait pas lieu à des poursuites, puisqu'on était tous très contents d'avoir vu ces photos. Et peut-être que même lui était très content d'être présenté sous son meilleur jour. C'est ça, genre... En fait, je devrais peut-être faire campagne comme ça, genre en sortant de l'eau et en me remettant les cheveux en arrière. Cher monsieur de Villepin, si vous avez besoin de conseils pour votre campagne, nous sommes là. Et donc, du coup, tu nous disais qu'il y a 2 fondements. Qu'il y a le droit à la vie privée et le droit à l'image. Et on a une histoire un petit peu rigolote sur le droit à l'image, Loïc. Mais oui. Alors, on sort un peu de la presse people, là, on va parler un petit peu de publicité. Donc, c'est, en parlant d'hommes de droite, on a eu Manuel Valls, maintenant passons à Nicolas Sarkozy. Oh. Donc, comment ça? Non, rien. J'ai dit une Je bêtise. sais pas. Je ne sais pas. Continue. Donc, le droit à l'image. Donc, on a effectivement 2 fondements. On a la vie privée, mais on a aussi le droit à l'image. Tous les 2 protégés par l'article 9 du Code civil. Et donc, le droit à l'image, c'est quoi? C'est que chaque individu a un droit exclusif sur son image et l'utilisation qui en est faite. Donc, une personne peut s'opposer à la fixation, à la conservation ou à la diffusion publique de son image sans son autorisation. Donc, c'est valable aussi pour les personnes publiques, comme on l'a vu, et même pour le président de la République et son épouse. Là, le président de la République en activité. Voilà, parce que là, on se situe en 2008, le 28 janvier 2008 précisément, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni apparaissent dans une publicité pour la compagnie aérienne Ryanair, dans Le Parisien, donc pas vraiment la presse people. Non, mais pas non plus une publication confidentielle, quoi. Pas non plus une publication, évidemment, mais c'est surtout fait sans leur autorisation. Donc, ils ont été pris en photo. Alors, c'était une photo officielle qui avait utilisé lors d'un voyage, qui avait été prise lors d'un voyage en Égypte et qui avait été utilisée dans la presse pour illustrer l'événement, etc. Ryanair a choisi d'en faire une publicité un petit peu décalée. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Écoute, je ne crois pas. Hein. En tout cas, le couple, à ce moment-là, ne traîne pas, puisqu'ils assignent immédiatement la compagnie en référé. Donc, en référé, procédure urgence. C'est quoi un référé, Loïc? Procédure d'urgence. Voilà. Et donc, ça se passe très très vite puisqu'ils assignent le 30 et on a une... publication le 28, ils assignent le 30, voilà, audience... Et on a une audience le lendemain, le 31 janvier. Ouais. Référé d'erreur, alors. Voilà, audience de référé attends. Qu'est-ce que c'est un référé erreur? En fait, il y a plusieurs degrés dans le référé. L'extrême rapidité. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que plus on est sur une publication illicite, plus il y a un trouble, et si on arrive à le justifier auprès d'un juge, alors on peut assigner d'heure à heure.
Bravo. Écoute, C'est-à-dire tu t'es avoir une jeté date dans un vraiment piège à très loup. proche. Oui, c'est ça. Tu t'es Donc jeté, là, on a mais eu la 24. tête la première dans le piège à loup et tu t'en es sorti avec brio. Aucun Fantastique, problème. La bravo. procédure Bienvenue. civile est mon ami. Oula. Écoutez, si vous avez besoin de conseils, appelez Maître Ildirim. Je t'en prie, on est reparti. Donc, on est allé très très vite, comme vous pouvez le voir, et résultat, au bout d'une semaine, le 5 février 2008, on avait 2 décisions, une pour Nicolas, une pour Carla. Donc, attends. La publication t'ouvre le Parisien le 28 janvier et le 5 février, le Voilà. tribunal a déjà rendu sa décision. Voilà. C'est le ça peut aller référé très de vite. Raher, ça peut aller très vite. Ou alors c'est Nicolas Sarkozy. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, non mais attends, qu'est-ce qui est... Voilà. Oui, quoi dis-moi. excuse-moi, Dis-moi quoi qu'on donc. en pense, c'est quand même le président de la République en exercice. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Ouais, C'est-à-dire c'est- que- C'est Carla aussi. C'est Carla. Rappelons Carla Attends, Bruni. En 2008, Carla Bruni, Ouais, it was c'est C'est le something. top. Hein. top of the rock. Hein. Bon bref, et donc qu'est-ce qui a été décidé? Alors déjà, qu'est-ce qui avait été demandé Parce que c'est là que c'est intéressant, c'est que les deux n'ont pas demandé exactement la même chose. Donc Carla avait demandé la réparation d'un préjudice estimé selon elle à 500 000 euros pour atteinte à son droit à l'image. C'est ce qu'elle avançait comme étant son tarif moyen pour l'utilisation de son image sur une campagne publicitaire en France. Enfin, j'ai vraiment envie de vérifier ça. hein, non mais parce que- écoute, à l'époque, elle était a priori bankable. Mais 500 000 euros. Bref, continue. Et excuse-moi. Sarkozy, lui de son côté, en tant que président de la République, avait demandé une réparation symbolique de son préjudice pour un montant d'1 euro. Les deux, en tout Élégant. cas, voilà, élégant. Élégant. Et les deux, en tout cas, avaient demandé le prononcé d'une mesure de publication dans Le Parisien. C'est une mesure complémentaire qui peut être prononcée par un juge. C'est un petit bandeau qu'on va C'est la retrouver publication noir d'un sur bandeau, blanc, d'un encart. où la publication, où le journal décrit, indique qu'il a été condamné pour tel fait, tel article, telle parution. Et c'est courant ça? Écoute, Lise, Moi, ça t'as fait un peut-être moment que plus j'en de... ai pas vu dans les kiosques, mais en tout cas, c'est systématiquement demandé. Mhm. Et puis, c'est assez souvent C'est assez souvent accordé. accordé. Et Ouais. d'ailleurs, aujourd'hui, avec les publications en ligne, en réalité, c'est vrai que sur les sites C'est peut-être internet... plus facile à ouais, c'est prononcer. vachement- Ouais. Oui, et puis c'est moins contraignant aussi. Je pense que les juridictions sont un peu moins frileuses. Mais j'avais vu que au début des années 2000, c'était assez rarement accordé, et à partir de 2006-2007, ça a commencé à être beaucoup plus accepté, notamment après une jurisprudence Carole Bouquet. Donc voilà, Ok. bon à savoir. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Donc, ce qu'ils ont obtenu, déjà, bon, Ryanair, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se défendaient en mettant en avant que le couple était un couple qui présentait des aspects publics, couple présidentiel, que la photo était une photo de voyage officielle, largement diffusée, et surtout, elle contestait que la qualité de mannequin de Carla Bruni puisse être prise en compte, puisque l'utilisation de son image se basait sur le fait qu'elle était la compagne du président de la République. Élégant. Ironie. Très très élégant. Donc l'intérêt de la décision, elle va se trouver là, c'est comment est-ce qu'on évalue le montant des dommages-intérêts de Carla Bruni surtout. Et là, le juge retient que le préjudice s'apprécie dans la personne qui subit le dommage, et donc que sa qualité de mannequin et d'auteur-compositeur détermine l'appréciation de son dommage, et que sa relation avec le président est un élément de notoriété qui ne saurait se substituer aux activités professionnelles de la demanderesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que l'évaluation du dommage, elle est indivisible de la qualité de la personne qui le subit. Donc c'est pas parce qu'on présente Carla, on utilise son image en tant que compagne du président de la République, Elle, intrinsèquement, Voilà. elle est top modèle qu'on international. n'atteint pas à son image en tant que mannequin, en tant que chanteuse, Et etc. donc, c'est ce qui justifie ce qu'elle a obtenu. Ce qu'elle a obtenu, 60 000 euros de dommages et intérêts. Ok, Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est Nettement énorme. moins que ce qu'elle demandait, mais c'est beaucoup. 1 euro pour le préjudice moral. Mhm. Également, et elle a obtenu sa mesure de publication. Nicolas Sarkozy, de son côté, a obtenu aussi 1 euro, l'euro symbolique qu'il demandait, et la mesure de publication. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de voir ce qui serait passé si Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, avait demandé des dommages et intérêts un peu plus conséquents que l'euro symbolique, parce que Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, il est président de la République, personnalité publique numéro 1. On peut se demander comment le juge aurait apprécié le montant des dommages et intérêts par rapport à ceux de Carla Bruni, à l'époque mannequin. Voilà. Ok. Ça aurait été intéressant, Oui. mais c'est pas le cas. Ce qui est très intéressant ici, c'est effectivement qu'on arrive sur une condamnation avec des dommages d'intérêt assez importants. Et vous vous dites peut-être, attends, mais 60 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais aux États-Unis, ils ont 1 million de dollars. On n'est pas du tout sur les mêmes logiques en France et aux États-Unis. Et donc, effectivement, 60 000 euros en France, c'est vraiment beaucoup. Pour une autre petite histoire rigolote et que vous n'avez sûrement pas pu éviter, il y a eu, il y a quelques années, une affaire dite Kate Middleton
topless. Alors, on vous la raconte parce qu'il y a eu des tentatives argumentaires de la part des avocats des paparazzi qui étaient un petit peu rigolos. L'histoire, c'est le couple royal, Ses Altesses royales, le duc et la duchesse de Cambridge, sont en vacances dans une maison dans le sud de la France. Il y a une photo du couple qui est prise au bord de la piscine et sur laquelle Son Altesse royale, Madame la duchesse de Cambridge, n'a pas vraiment le haut de son maillot de bain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certes, Kate Middleton, c'est une personnalité publique, très publique. Mais là, on est dans un cadre privé, très privé. Et là, c'est ce que Lise appelle quand l'avocat sort les rames, mais je crois qu'elle reviendra dessus un petit peu après. Ça m'arrive à peu près une fois par semaine. De sortir les rames. Ah oui. Oui, c'est le moment où tu te dis, tu sais quoi, dans le doute, ça peut passer, invente un truc. Et là, il y a des tentatives d'argumentation de la part des paparazzi et de la part du magazine, je crois que c'était Closer, qui sont audacieuses et qui ne manquent pas de faire rire les confrères. Alors, il y en a deux, je les aime bien. Le premier, c'est que, comme la photo, elle est prise avec un téléobjectif depuis la route, du coup, le photographe, il est dans un lieu public, du coup, la photo est prise dans un lieu public. Est-ce que ça a été accepté ? Non. Non. Le deuxième argument, c'est que le couple royal est tellement connu que s'il se trouve dans une maison qui n'a pas de système de sécurité, pas de garde du corps, pas de barbelé électrifié de 8 mètres, c'est donc qu'ils ont donné un consentement implicite au fait de se faire consentement prendre. implicite, ça quand même, on aime. On aime beaucoup aujourd'hui. J'avoue l'avoir tenté à plusieurs aujourd'hui, reprises. Ça ne fonctionne pas. Le consentement implicite de te faire prendre en photo topless avec ton mec en vacances. Est-ce que ça a marché ? Non plus. Je parie que non. Oui, on n'est plus au stade où on sort les rames, là. C'est carrément de la mauvaise foi caractérisée. Non, mais écoute, je pense que tu vois, il y a une note technique et il y a une note artistique, comme au patinage. Et là, la note artistique, moi, j'y vais. Donc voilà, donc évidemment, ça n'a pas marché, mais on salue l'audace. Et donc évidemment, il y a eu une condamnation et un engagement de la responsabilité des photographes et du journal. William et Kate ont tous les deux reçu des dommages d'intérêt et j'aimerais finir sur cette anecdote, enfin sur cet événement, en disant que Kate a reçu des indemnités dû au fait qu'elle était à moitié nue dans un magazine, et que Harry a demandé des dommages d'intérêt, non pas au titre du fait que son être aimé était nu dans un magazine, il a été plus élégant que ça. Il a demandé des dommages d'intérêt qu'il a obtenus à hauteur de 50 000 € pour un préjudice moral qui serait causé par le fait que sa maman est décédée en tentant de fuir des paparazzis, donc pour lui, les paparazzis, c'est un peu compliqué. C'est traumatique. Ouais, c'est un peu trauma et on veut bien le croire. Alors, autre élément dans cette saga paparazzesque, il y a un autre point de droit qui peut permettre de caractériser l'absence de vie privée et autoriser la publication de l'article ou des photos. C'est ce qu'on appelle la révélation des faits antérieurs par l'intéressé. Loïc, qu'est-ce que c'est ? Alors là, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe au niveau juridique lorsque l'intéressé d'un article dans la presse People s'est déjà exprimé sur le sujet ou a déjà mis en scène un petit peu sa vie privée à des fins de publicité, etc. On va prendre deux exemples. On a un exemple, celui d'Audrey Pulvar à Roland-Garros en 2014. Qui est Audrey Pulvar ? Alors Audrey Pulvar, journaliste, on la connaît. Ancienne compagne d'Arnaud Montebourg, donc elle avait une certaine vie publique, en tout cas. C'est l'autre personnalité des médias avec des grosses lunettes. On est deux, Voilà. c'est elle et moi. Avant, il y a Camélia Jordana aussi. Bon, elle n'est pas très médiatique, c'est plus artistique Elle quand même. chante, voyons. Elle chante bien. Mais moi, je suis pas médiatique du tout. C'est pour ça que c'est une blague. Allez, continue. Donc Audrey Pulvar, en juin 2014, elle voit des photos d'elle publiées sur le site Pure People à Roland-Garros, et notamment certaines photos où on met un peu en valeur ses jambes et ses dessous. Voilà. Sérieux ? Oui. Ah oui, tiens. J'ai pas vu les Élégant. photos, mais c'est Oui. ce qu'indique la décision. Très élégant. La décision du 12 mai 2016 du TJ de Nanterre. Donc on a mis un petit peu de temps. Cette fois, on n'était pas sur une mesure urgente. Oui, les photos étaient là. Voilà. Et cette fois, ce qui est intéressant, c'est que le juge de Nanterre décide que Audrey Pulvar ne pouvait pas demander réparation d'une atteinte au droit de sa personnalité car elle avait annoncé sa présence à la finale du tournoi de Roland-Garros à la télé quelques jours auparavant, en mentionnant même qu'elle cherchait un accompagnateur. Donc le juge dit qu'elle avait attisé la curiosité du public et que donc elle ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée. Oui, mais de là à montrer ses dessous.
Voilà, et c'est comme ça qu'en appel, on en arrive à ce que la Cour d'appel dit que finalement, elle se prononce pas sur la question de la vie privée, mais par contre, la limite a été franchie sur la question du droit à l'image. Parce qu'on a mis... Le droit à l'image de la culotte d'Audrey Pulvar. Exactement, parce qu'on a mis Audrey Pulvar dans... La personnalité juridique de... Non, stop. Nous sommes un programme familial. Mon Dieu, interdit au moins 18. Bon, n'allez pas voir ces photos, évidemment, pour les plus jeunes. Mais en tout cas, Pure People avait franchi la limite en mettant en scène Audrey Pulvar et ses dessous d'une façon qui était dégradante. Et donc, la publication a été finalement condamnée à 5 000 € de dommages et intérêts. Et ce sera justice. Voilà. Autre exemple ? On a un autre exemple un peu plus... fun, je ne sais pas pour qui, mais vous connaissez tous Nabila et son fameux... Je connais même son avocat, si tu veux. Salut. Tu lui passeras le bonjour. Ça sera fait. Bonjour, avocat de Nabila. Vous vous souvenez de l'épisode du coup de couteau de Nabila à son compagnon Thomas Vergara. Tout à fait. En 2014, encore une fois, année faste, elle poignarde son compagnon Thomas, le bien nommé Thomas Vergara. Évidemment, ça fait les gros choux de la presse à scandale. Et de la presse généraliste. Et de la presse généraliste aussi. C'est aussi. le seul épisode qui a été couvert par la presse généraliste. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Le Monde a découvert Nabila, l'Express a découvert Nabila. Il y a Allô et le coup de couteau. Voilà. Dommage. Le shampoing. Allô. Voilà. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô. Donc évidemment, ça fait les gros choux de la presse People et de la presse généraliste, d'autant qu'ils avaient déjà largement relaté et mis en scène avant l'incident leurs relations tumultueuses, leur fort caractère, etc. Dans des interviews, dans des témoignages d'autres du manager, etc., d'autres intervenants et d'autres proches du couple. Et surtout, Thomas lui-même, dans une interview, avait dit qu'il avait un fort caractère, qu'il s'emportait et que quand tous les deux ils se rentraient dedans, ça pétait, pour le citer. Oui. Et donc, quand il voit un article qui sort sur le site d'RTL intitulé Nabila, elle évoque les coups et la pression psychologique de son compagnon, où l'article relate que Nabila se présentait devant le juge d'instruction comme une femme battue, une femme harcelée. Ça lui a pas plu et en 16 février 2015, il a signé et demande 30 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée. Est-ce que ça a marché ? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que peut-être qu'il aurait dû essayer la diffamation. Déjà, premièrement. Alors, je crois qu'il a essayé, mais ça n'a pas marché non plus. Oui, le conseil qu'on vous donne dans tous les épisodes, faites-vous accompagner et faites-vous bien accompagner. Ouais. Voilà. Parce qu'effectivement, par Lise, par Lise. Surtout. Et par Maître Binello, que vous avez déjà entendu si vous êtes des fidèles de l'émission. Mais effectivement, là, notre avis comme ça, en ayant un petit peu regardé la décision, donc notre avis un peu distant, c'est quand même qu'il n'est peut-être pas tout à fait allé sur le bon argument. En tout cas, ça n'a pas marché, puisque, le juge a considéré que ça relevait de l'intérêt légitime du public concerné, cette fois, puisque c'est le public friand de télé-réalité, du fait qu'ils avaient mis en scène beaucoup leur relation. Et donc c'est un fait divers qui avait déjà fait l'objet d'une couverture assez large. C'est un fait d'actualité judiciaire, c'était vraiment ça le contexte. On était quand même dans un contexte où Nabila avait été mise en examen par un juge d'instruction. Absolument. Et c'était au juge d'instruction qu'elle avait expliqué être victime de coups de son compagnon. Yes. Et donc là, c'est pour ça qu'on parlait de presse généraliste tout à l'heure, c'est parce que vraiment, il y avait un fait d'actualité judiciaire. Voilà. Et surtout, ça avait été déjà largement mis en scène dans les médias, donc c'était un fait déjà connu du public, et donc pas d'atteinte à la vie privée. D'accord. Voilà. Mais encore une fois, la presse People peut dépasser la limite, et encore une fois, la limite, c'est celle du droit à l'image. Et là, on peut citer rapidement le cas de Nabila qui a été pris en photo pendant sa promenade en prison, et là, Closer avait été condamné en 2015 pour ses publications. Et dernier développement que nous avons intitulé « Quand ça va trop loin », Lise. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire retentissante, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, il a quand même fait l'objet d'un certain nombre d'affaires. Et il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui est celle de ce livre qu'a publié Marcella Yacoub. Alors, Marcella Yacoub, c'est une ancienne juriste, chroniqueuse pour Libération notamment. Et après l'affaire du Sofitel, elle a eu une relation amoureuse avec Dominique Strauss-Kahn. Cette histoire était complètement confidentielle. DSK n'en avait jamais parlé. Et Marcella Yacoub a décidé de la révéler en publiant un bouquin qui s'appelle Belle et Bête, une espèce de truc sulfureux dans lequel elle a tout balancé.
à la fois l'histoire d'amour, à la fois les relations sexuelles, à la fois des éléments sur l'état de santé de Strauss-Kahn, mais aussi des choses qu'il lui avait révélées sur ses relations avec son épouse Anne Sinclair, ou encore elle est allée jusqu'au point où elle a reproduit des textos envoyés par Dominique Strauss-Kahn dans ce livre. Et pour la promotion de ce livre, il y a les bonnes feuilles, comme on dit, qui ont été publiées dans un magazine. Donc les bonnes feuilles, c'est des extraits particulièrement parlants. Exactement. Donc, c'était publié dans le Nouvel Observateur. Et donc, évidemment, Strauss-Kahn, extrêmement choqué, a immédiatement assigné pour atteinte à sa vie privée. Il a assigné à la fois Marcella Yacoub et son éditeur, mais également le Nouvel Observateur. Est-ce que ça a marché ? Alors, évidemment, ça a marché. Enfin, évidemment, le débat était quand même intéressant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la catégorie « je sors les rames », l'argument préféré des avocats, ça reste quand même le débat d'intérêt général. Et là-dessus, la question était quand même intéressante parce que, donc on n'est plus dans la presse people, là on est quand même dans un essai qui est rédigé par une femme qui a quand même du passif en tant qu'auteur. Et elle avait vraiment une vision dans son essai, c'est ce qu'elle explique. Elle dit « Je ne suis pas juste en train de raconter une relation intime, je suis en train d'analyser la dualité d'un homme ». Strauss-Kahn, c'était quand même un homme politique d'envergure. Il a failli aller à la présidentielle. C'était un homme politique très respecté au sein du Parti socialiste. Il a été directeur du FMI. Donc là, on est vraiment sur une personnalité publique. Et par ailleurs, il y a cette question de la dualité de Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, on le connaît pour le Sofitel, pour l'affaire Tristan Banon et pour le Carlton. Et ce que disait Marcella Yacoub, ou du moins ce que disaient ses avocats, c'était de dire qu'il était d'intérêt général pour le public d'avoir un livre qui se plonge dans cette dualité et qui analyse à la fois l'homme politique incroyable et en même temps ce que Marcella Yacoub a qualifié de cochon. L'homme qui s'effondre, la descente aux enfers du fait de ses rapports aux femmes. Et donc on a envie de dire super bien tenté. Mais les juges... Le bien tenté, mon préféré. J'ai envie de me faire, un tampon encreur. Et bien comme tenté. Ça, je pourrais tamponner les décisions, les conclusions des confrères avec le bien tenté. Quoi. Vas-y, excuse-moi. Et donc, du coup, la juridiction dit effectivement bien tenté, puisque le juge vient nous dire qu'il est exact que l'ouvrage litigieux peut présenter des aspects relevant d'un sujet d'intérêt général, tels que l'exercice et la conquête du pouvoir, ou encore le dédoublement de la personnalité. Mais il n'en est pas moins qu'il y a de nombreux passages sans lien direct avec ces questions. Et là, évidemment, c'est la santé de Strauss-Kahn, sa vie sexuelle, sa liaison avec l'auteur, et évidemment les textos et toutes les saloperies qu'il a racontées sur Anne Sinclair. Voilà, exactement. Et donc là, il y a une condamnation extrêmement lourde, tant de l'éditeur et Marcella Yacoub que du Nouvel Observateur. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est autour de 50 000 € et 25 000 € respectivement de dommages et intérêts. Ce qui, pour la France, est effectivement très important. Ouais, on monte rarement à des montants aussi élevés. Voici pour notre petit panorama sur la presse People. Mais pour conclure, puisqu'on va quand même pas vous laisser comme ça, on aimerait vous dire que Closer, Gala, Pure People et consorts provisionnent chaque année, inclus dans leur budget, des sommes allouées à ça. C'est-à-dire que c'est ils savent très bien ce qu'ils font. Ouais, ils savent ce qu'ils font. C'est dans leur plan annuel de savoir que potentiellement va y avoir des condamnations. Donc du coup, c'est prévu dans leur budget. C'est-à-dire qu'à côté du budget dosette pour la machine à café, il y a le budget condamnation. Voilà. Donc tout ça fait partie d'une mécanique bien huilée, ça fait partie du modèle. Des sommes sont provisionnées en vue des actions. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour Closer. La liberté de la presse est sauve. La liberté de la presse est sauve. Et si vous êtes avocat en droit de la presse, surtout dégagez-vous les semaines fin août, début septembre, puisque c'est là que tombent tous les référés pour toutes les photos de starlettes en maillot de bain qui ont été publiées fin août. Qui ont été publiées la deuxième quinzaine d'août. C'est le prototype de fin, tu vois. Besoin de rien, envie de droit est un podcast produit par Binge Audio, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux et envoyez-nous des commentaires, moi je les lis. Vous avez le droit également de nous laisser des petites étoiles sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. Binge.